Quand quelqu'un vient me consulter en clinique, en physiothérapie, c'est 95% du temps pour une plainte de douleur, une plainte principale de douleur. Mais ça peut être aussi d'autres symptômes désagréables musculo-squelettiques comme des engourdissements, des picotements, des lourdeurs, de l'instabilité, etc. Euh, et on sait que, évidemment, la douleur, ça peut être causé par autre chose que des problèmes musculo-squelettiques. Ne serait-ce qu'on pourrait penser à une tumeur, un problème cardiaque, des problèmes gastro-intestinaux, qui sont toutes des choses qui peuvent créer des douleurs, une pierre au rein. Et donc, c'est important d'être capable d'identifier justement si la personne devant moi se présente avec des troubles musculo-squelettiques. Et cette première ligne, ce qu'on appelle l'accès direct, on l'a en physiothérapie depuis de nombreuses années et c'est cette grande chance d'être accessible directement pour les personnes sans avoir à passer par la prescription d'un médecin. Et donc, ça fait en sorte que dans la majorité des cas, je suis le premier à être consulté et ne serait-ce que le fait d'avoir cette première ligne, cet accès direct, je donne la possibilité aux gens d'être le premier consulté. Et ça, pour moi, ça vient clairement avec deux grandes responsabilités. La première qui est assurément liée à la sécurité, qui est donc de reconnaître si la personne devant moi a réellement besoin d'attention médicale. Et numéro 2, qui est reliée à ce que j'appelle la trajectoire des soins. Et cette notion-là, on y reviendra un peu plus en détail dans l'épisode numéro 2 sur les décisions cliniques. Mais c'est de reconnaître si le patient doit voir un autre que moi pour obtenir les meilleurs soins optimaux. Et donc, ça pourrait vouloir dire de référer à un médecin ou à un autre professionnel de la santé. Grosso modo, c'est la personne devant moi, est-ce qu'elle doit voir quelqu'un d'autre qu'un physiothérapeute pour régler son problème? Dans le deuxième épisode sur les décisions cliniques, je vais revenir en détail sur les choses qu'on doit considérer, je crois, pour assumer cette grande responsabilité-là. Dans le contexte de cet épisode-ci sur l'évaluation d'une douleur, on prendra pour acquis que la personne elle est déjà à la bonne place devant un physio parce qu'on parlera de symptômes ou de douleurs musculo-squelettiques. À quoi ça sert la rencontre d'évaluation avec un physiothérapeute? Je pense que c'est une question que peut-être peu de physiothérapeutes se posent aussi directement que ça. Et même au-delà des physiothérapeutes, je crois même que pour les personnes qui consultent, peut-être qu'ils pourraient sous-estimer ou de sous-estimer cette question-là à répondre à quoi ça sert la rencontre d'évaluation. Ou du moins, je pense qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui ont grandement réfléchi plus loin que la réponse simple qui pourrait sembler être trouver le problème et les solutions. Je vous dirais qu'à ce stade-ci, dans ma jeune carrière, que je considère encore jeune, quand je considère la formation universitaire reçue, les influences professionnelles que j'ai, les 5 années et demie d'expérience en clinique à voir des patients à chaque semaine, les centaines d'articles scientifiques lus, les centaines d'heures de formation continue faites, pour moi, j'arrive à identifier 3 éléments clés de réponse à cette question, à quoi ça sert la rencontre d'évaluation. La première, et je crois que c'est le pilier de ma profession, en fait le pilier de mon travail, le pilier de l'évaluation, c'est d'établir une relation thérapeutique avec la personne. Tout part de là parce que je crois que c'est la base solide, les fondations de la maison sur laquelle on peut construire pour la suite. L'élément numéro 2, c'est d'essayer de comprendre le plus possible le pourquoi de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'a motivé à consulter en physio. Et ça passe par identifier, entre autres, les attentes de la personne face à cette rencontre et aussi d'y répondre. Et concernant ce fameux pourquoi qu'on appelle en anglais le why, qui est une traduction directe évidemment, mais qui des fois prend tout son sens, ce pourquoi des gens, c'est en général, on pense que c'est parce qu'ils ont mal, mais moi je vous propose vraiment de considérer qu'on a probablement d'énormes angles morts à la compréhension de ce qui amène quelqu'un à consulter si on s'arrête à cette notion de j'ai mal. Et ça, je vais en reparler assurément au courant de la mini-série. Et le troisième élément qui sert, à quoi sert l'évaluation, c'est évidemment d'avoir une bonne idée du problème musculo-squelettique que la personne présente. Donc, une hypothèse qui est viable, qui permet de générer un plan de match. Et dans l'incertitude, parce que l'incertitude, ça fait assurément partie de notre travail au quotidien, c'est d'avoir au moins la confiance d'avoir éliminé les problèmes qui nécessitent autre chose qu'un suivi en physiothérapie.
comment on fait pour identifier un problème musculo-squelettique? Comment on fait pour trouver la cause des symptômes? Et là, je dis la cause, mais évidemment, on parlerait des causes parce que la majorité des problèmes musculo-squelettiques sont, multidimensionnels ou ont plusieurs éléments qui contribuent au portrait de la condition. Quand je fais du mentorat avec des physiothérapeutes qui sont nouvellement gradués, j'utilise souvent l'expression ou l'image de la consultation express d'un ami au téléphone. Donc, quand on utilise notre cerveau pour identifier un problème, une discussion de 10 minutes par téléphone sans voir la personne, souvent, c'est suffisant déjà pour avoir une très bonne idée de 2-3 hypothèses possibles et être capable d'éliminer plein de diagnostics. Et ça, c'est la force du raisonnement clinique, c'est la force d'utiliser le cerveau, notre raisonnement pour penser au problème qui est devant nous. Dans les problèmes musculo-squelettiques, des choses comme la palpation, l'imagerie médicale, les tests orthopédiques, si on utilise ça comme façon principale pour tenter d'identifier le problème, on va se planter la majorité du temps, ou en tout cas, on va se planter à comprendre la globalité de la personne et la globalité du problème. La clé du succès, ce que moi j'estime être probablement autour de 80% du travail pour identifier le problème, c'est l'entrevue subjective, soit la discussion avec la personne qui est devant nous. Et je vous propose d'aborder un petit peu ma vision d'une bonne entrevue subjective, comment je vois ça, et d'établir un peu ce que je veux dire quand je parle de faire une entrevue et une évaluation avec notre cerveau. Sur 60 minutes, parce que j'ai le luxe d'avoir 60 minutes avec mes patients lors de l'évaluation, chose qu'un médecin de famille en bureau, en sans rendez-vous, n'a pas en accès direct. C'est pas rare pendant ce rendez-vous de 60 minutes que je peux prendre jusqu'à 30 minutes avant même de mettre mes mains sur la personne et de le voir bouger. Et souvent, c'est au moins un bon 20 minutes. Parce qu'en regardant le questionnaire médical de la personne, en identifiant des facteurs de risque de certaines pathologies, en écoutant la personne raconter son histoire de sa douleur, en posant des questions précises, on peut, sans même toucher la personne, sans même la regarder, générer une hypothèse principale déjà avec une assez bonne confiance, je vous dirais, dans 80% des cas, et une confiance souvent d'autour de 80% de savoir qu'est-ce que c'est que ce problème-là. Et c'est rendu rare maintenant qu'une fois que je fais bouger mon patient pour l'examen physique, que mon hypothèse change drastiquement. C'est ça la puissance de cette entrevue subjective, le questionnement, les questions qu'on pose avant même de faire bouger la personne. Et cette entrevue, elle doit servir évidemment à éliminer des hypothèses, mais à cibler notre hypothèse principale et peut-être une hypothèse alternative ou 2 hypothèses alternatives. Donc, quand je pose des questions à la personne, il n'y a pas de questions qui sont posées au hasard pour le fun. C'est toutes des questions dont la réponse va influencer mes hypothèses et aussi ce que je vais faire après. Un des très bons exercices que je considère à faire comme physiothérapeute, c'est de régulièrement me demander à quoi sert la question que je viens de me poser. Et est-ce que la réponse à cette question va vraiment influencer ce que je vais faire après? Parce que si la réponse est non à cette dernière question, bien peut-être que c'est une question qui est inutile. Et si on n'est pas capable de répondre à la question à quoi sert la question que je viens de poser à la personne, bien peut-être aussi que c'est une question inutile. Petite pause du podcast car je suis très enthousiaste d'annoncer un tout nouveau partenariat pour le podcast avec Overview qui risque de t'intéresser si tu travailles en réadaptation musculo-squelettique. Overview, c'est une plateforme en ligne où tu peux t'abonner pour avoir accès en tout temps à une synthèse de tous les guides de pratique clinique en réadaptation musculo-squelettique. Tu te demandes si une intervention serait recommandée ou non pour une patiente que tu as vue cette semaine? Eh bien, en quelques clics sur Overview, tu as réponse à ta question. Pour l'avoir moi-même utilisé récemment, c'est une ressource fiable qui est innovante dans le transfert de connaissances et ça permet d'avoir accès rapidement aux meilleures pratiques.
En plus, Overview, c'est une entreprise locale québécoise qui est menée par une jeune physiothérapeute inspirante qui veut aider les professionnels à avoir une vision d'ensemble de la pratique basée sur les évidences scientifiques. Tu peux avoir accès dès aujourd'hui à une réduction de 10% sur l'abonnement individuel d'Overview avec le code SANTÉ10. Donc, je t'invite dès maintenant à aller jeter un coup d'œil au site web d'Overview en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. Et en général, les questions que je vais poser vont s'arrêter au moment où je ne considère plus qu'il y a d'autres questions posées qui pourraient changer ma conduite ou qui pourraient changer ma confiance de mon hypothèse principale. Donc, c'est en général à ce moment-là que je vais mettre fin à l'entrevue subjective. Quand je pense vraiment que ma conduite à venir ne va pas être affectée par d'autres choses ou que je suis assez confiant d'avoir mon hypothèse principale et d'autres hypothèses secondaires au besoin. Suite à l'examen subjectif, et peut-être un dernier mot sur l'examen subjectif où, évidemment, quand je parle des questions, il y a des questions qui servent évidemment à plus identifier la nature biomécanique du problème. Donc, c'est-à-dire d'identifier les positions problématiques, d'identifier les mouvements qui sont douloureux, de comprendre c'est quoi les contraintes mécaniques de la personne, c'est quoi l'exposition physique auquel elle est exposée, justement. Et il y a d'autres questions qui servent un peu plus à comprendre la personne et bâtir cette relation thérapeutique. Donc, par exemple, quand je pose une question en lien avec le travail, oui, évidemment, je veux savoir quel genre de mouvements sont impliqués dans le travail. Est-ce que c'est des postures prolongées? Est-ce que c'est du travail de bureau? Est-ce que le poste de travail est ajusté? C'est quoi les options pour ajuster le poste de travail? Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux physiques, des mouvements répétés, etc., les positions dans lesquelles la personne doit travailler? Mais au-delà de cette notion biomécanique, à mes questions pour le travail, il y a aussi la notion de comprendre ce qu'elle fait, cette personne-là, dans la vie. Est-ce qu'elle aime son travail? Est-ce qu'il y a des insatisfactions? Est-ce qu'il y a des éléments à ce moment au travail qui sont stressants? Et ça, pour moi, c'est super important et ça contribue aussi à bâtir cette notion de relation thérapeutique, justement. Donc, quand on arrive à l'examen physique, qu'on appelle l'examen objectif, pour moi, il y a 5 éléments auxquels servent l'examen objectif. La première chose, c'est de pouvoir reproduire la douleur du patient. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est une des attentes des patients, qu'on soit capable de reproduire leur douleur. Le deuxième élément, c'est d'être capable de la modifier, cette douleur. Parce que quand on fait un mouvement qui est douloureux et qui est significatif pour la personne, fait que par exemple, quelqu'un qui aurait mal dans un squat à cause de son genou ou de sa hanche ou peu importe, et qu'on est capable de changer la façon de faire le squat ou de mettre nos mains pour changer l'alignement de quelque chose et que ça enlève ou ça soulage significativement la douleur, eh bien ça, c'est très puissant parce que ça démontre, de un, que la douleur, elle est modifiable et on peut créer ce qu'on appelle une violation de la prédiction douloureuse. Donc, la personne s'attend à ce que le squat fait mal parce que ça fait des semaines que c'est comme ça et on est capable de lui prouver que ce n'est pas le cas en ce moment. Et ça, c'est très puissant pour générer de l'espoir et démontrer que la condition peut s'améliorer si on fait certaines choses. Et ça peut favoriser l'auto-efficacité, donc la capacité de la personne à se prendre en charge et à continuer d'atteindre des objectifs malgré la douleur. La troisième chose à laquelle sert l'examen objectif, évidemment, c'est de tester mon hypothèse principale. Donc, d'être capable de faire des choses, des tests, des mouvements qui vont me permettre d'être confiant que la direction choisie est la bonne. Le quatrième objectif, c'est d'éliminer la suspicion de problèmes qui mériteraient une conduite différente. Quand je parle de conduite différente, je parle de conditions pathologiques qui pourraient nécessiter, par exemple, une injection de cortisone, par exemple. Elles sont rares, ces conditions-là, mais il y en a. Des conditions qui pourraient nécessiter une consultation importante et urgente en orthopédie pour une opération qui pourrait être urgente. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand c'est le cas, il faut être capable de les reconnaître. Et simplement n'importe quelle autre condition qui bénéficierait d'une conduite autre qu'une prise en charge en physio. C'est mon rôle d'éliminer que la personne devant moi ait besoin de quelqu'un d'autre que moi. Et évidemment, le cinquième objectif, c'est de solidifier cette relation thérapeutique. Et ça passe par une espèce de
dense, fluide qui se fait à travers l'examen physique ou par le fait qu'on touche au patient, qu'on réponde à ses attentes, de ce que c'est de se faire examiner, qu'on fasse des tests, qu'on s'intéresse à reproduire sa douleur, à la changer. Ça, c'est des choses qui solidifient la relation thérapeutique. Et à travers tout ça, ça demeure notre cerveau qui est le principal acteur clé dans l'examen physique et pas nos mains. Pour moi, poser un diagnostic principalement avec nos mains, ça n'a pas beaucoup de rigueur scientifique, dans le sens où on n'a pas de certitude à dire qu'on soit capable avec nos mains seules d'identifier ce que c'est que le problème. Et donc, chaque test, chaque mouvement effectué, je dois être capable de répondre à la question à quoi ça sert pour moi d'avoir la réponse à ce mouvement ou à quoi ça sert d'avoir la réponse à ce test, un peu dans la même optique que la question que je me posais par rapport à mes questions dans l'entrevue subjective. Donc, si ce test est positif, comment ça va m'aider pour aider le patient? Si le test est négatif, est-ce que ça change ma conduite? Donc, c'est des questions qu'il faut avoir en tête et peut-être que si on n'est pas capable d'y répondre, bien, peut-être que c'est des tests qui sont inutiles. Et ça, pour moi, ça sert à identifier seulement les éléments pertinents qui ont une influence sur le problème sur lequel on va vouloir intervenir. C'est pas pour moi une bonne utilisation de notre cerveau et de notre temps quand on fait une liste de tous les tests orthopédiques possibles qu'on pourrait faire, par exemple, à l'épaule, parce qu'on sait qu'il y en a tellement de tests à l'épaule, pour tenter de voir après ce qu'on fait avec le résultat de tout ça. La combinaison des tests doit nous orienter vers une conduite, vers un raisonnement, doit nous orienter vers l'amélioration des soins du patient. Et on ne devrait pas non plus faire ce que j'appelle du ménage musculo-squelettique, c'est-à-dire d'identifier une tension ici, une raideur par-ci par-là, un manque de mobilité ici, si tout ça n'est pas en lien direct avec la condition de la personne. Donc, la raison simple, c'est que c'est rendu tellement complexe. En fait, c'est pas que c'est rendu complexe. On comprend que c'est de plus en plus complexe identifier les raisons qui font que quelqu'un a mal, que si on s'en remet simplement à simplifier ça à la palpation d'une tension, la raideur d'une articulation, c'est largement insuffisant pour expliquer le portrait global de pourquoi une personne a une douleur et qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider. Quand on a récolté toutes ces informations-là, qui sont l'entrevue subjective, l'examen physique, on arrive avec toute une information où, avec notre cerveau, on doit faire cette analyse pour essayer de faire le raisonnement final de qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là a mal, c'est quoi les vecteurs de la douleur, c'est quoi les vecteurs du problème en tant que tel. Et ça nous permet de générer cette liste de problèmes ou la liste des déficiences qui sont vraiment fonctionnellement et logiquement reliés au mécanisme du problème. Pas une liste de tout ce qui est un problème. Et ça, j'insiste là-dessus parce que je pense pas qu'on devrait perdre notre temps à travailler sur des causes, entre guillemets, qui ne sont pas reliées au problème. Donc, par exemple, d'avoir identifié l'ensemble des raideurs dans la hanche, le genou, la cheville, le bassin, le dos, c'est pas tout le temps pertinent et probablement qu'il y a une partie de ce temps-là qui peut être mieux investi ailleurs dans des éléments qu'on est capable d'objectiver comme étant vraiment en lien avec la condition de la personne. Et loin de moi de dire que d'identifier les manques de mobilité n'ont aucune valeur. Évidemment que quand on pense à nos problèmes biomécaniques, c'est des éléments qui sont essentiels pour comprendre comment le corps fonctionne. Mais de ne jamais oublier que le corps est branché sur ce qu'on appelle un cerveau, évidemment, et que ce cerveau-là nous joue des tours et qu'on doit être capable d'identifier les autres éléments qui peuvent générer, entretenir la douleur chez une personne. Et en lien avec ça, moi, je pense qu'on ne s'intéresse pas assez ou qu'on ne met pas assez de focus sur les vecteurs de douleur qui sont autres que les vecteurs biomécaniques. Et quand je parle de vecteurs biomécaniques, je parle de ce qu'on connaît traditionnellement. Le manque de mobilité, le manque de souplesse, le manque de contrôle, le manque de force, etc. D'identifier ces facteurs-là comme étant des vecteurs de douleur qui ont assurément leur place, qui sont dans
le modèle biopsychosocial qui compose le centre de l'aspect biomécanique, qui est essentiel et qui est au centre de notre profession aussi. Mais je pense aussi qu'on oublie, je pense pas qu'on oublie, mais je pense qu'on sous-estime l'importance dès le jour 1 d'identifier ces autres vecteurs-là de douleur. Et dans la préparation d'un autre projet, je suis tombé sur 2 revues systématiques et je trouvais ça important, ou en fait, je trouvais très pertinent d'en partager les résultats en lien avec ce sujet-là. Et ce sont 2 revues systématiques, des revues systématiques qui sont des études où on met ensemble plusieurs études pour en faire une conclusion basée sur plusieurs études pour essayer d'augmenter notre savoir général sur l'ensemble des connaissances sur un sujet. Et ces 2 revues systématiques qui sont publiées récemment sur les prédicteurs d'avoir un épisode lombaire aigu. Donc, que ce soit de barrer du dos, d'avoir ce qu'on appelle une fameuse entorse lombaire, bref, vivre un épisode douloureux aigu lombaire. Et j'ai été vraiment surpris d'apprendre que systématiquement, dans les conclusions et dans les résultats des 2 revues systématiques, le stress psychologique vécu, ça revient constamment comme un bon prédicteur significatif, un des meilleurs prédicteurs d'un épisode de lombalgie aiguë. Ce qui est plus ou moins surprenant maintenant, sachant tout ce qu'on sait sur la douleur. Et pour moi, on ne peut pas ignorer ça en 2024, c'est-à-dire que la littérature nous pointe dans la direction que une des meilleures façons de savoir que quelqu'un va avoir un épisode de douleur aiguë lombaire prochainement, c'est s'il vit une période de stress psychologique significatif. Et ça, je crois que c'est un élément clé à comprendre pour être capable de faire de l'enseignement aux personnes qui consultent. Et pour certains, ça peut être frustrant de dire que le stress pourrait mener à des maux physiques. Et je fais la notion, ou en fait, j'insiste quand j'explique ces concepts-là à mes patients de leur dire que c'est pas le stress qui va causer une douleur nécessairement, bien que c'est quand même possible de par la neurophysiologie et le mécanisme physiologique du stress avec les neurotransmetteurs et tout ça. Bref, il y a des phénomènes qu'on sait qui jouent sur les systèmes douloureux. Mais au-delà de ça, ce n'est pas de dire que le stress cause ta douleur à ton genou, mais de simplement dire que dans une période où tu vis du stress, le système nerveux est moins robuste, le système nerveux est plus vulnérable, il est plus affecté et il y a moins la capacité de s'adapter, de tolérer toutes les charges physiques de notre quotidien. Et donc que ça peut faire ressortir une douleur qui normalement serait dormante et qui serait en dessous du tapis. Donc c'est simplement pour dire que pour moi c'est une bonne nouvelle en fait, de comprendre ces concepts-là parce que ça nous donne plusieurs façons d'aider les personnes qui ont des douleurs musculo-squelettiques. Au-delà d'une personne qui pourrait faire des exercices et qui peut recevoir des traitements de thérapie manuelle ou des aiguilles ou toute autre modalité de traitement qu'on pourrait suggérer à la personne pour l'aider, c'est sûr que la personne peut aussi travailler sur l'ensemble de ces vecteurs autres dans sa vie personnelle qui peuvent expliquer en partie l'ampleur de la condition et ne serait-ce que expliquer disons, la souffrance qui peut être vécue dans certains moments. Et donc, en conclusion de l'épisode, il y a 2 affirmations, 2 statements que je me permets de faire ou que j'aimerais proposer de l'avant. Et le premier, c'est pour les personnes qui sont aux prises avec des douleurs, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Elles bénéficieraient vraiment et même devraient faire une introspection de leur vie actuelle. En fait, quand on a une douleur, on devrait faire une introspection de notre vie actuelle et de voir si on est dans une bonne ou une mauvaise passe. Parce que si on est dans une mauvaise passe, c'est pas la fin du monde. Et en fait, c'est juste de comprendre que ça peut avoir un impact sur nos douleurs. Et si ça peut avoir un impact sur nos douleurs, ben, ça nous donne le pouvoir d'agir sur d'autres éléments et de pouvoir améliorer la situation. Et justement, si c'est une mauvaise passe, ça veut dire que ça risque d'être un épisode temporaire et qu'on peut s'en sortir. Et le deuxième élément, c'est que les physiothérapeutes doivent absolument, et je parle des physiothérapeutes parce qu'on voit à longueur de journée, ceux qui travaillent en blessure musculo-squelettique, on voit à longueur de journée des gens qui ont des douleurs et des problèmes musculo-squelettiques, qui amènent des incapacités physiques et une perte de la qualité de vie.
Et pour moi, les physiothérapeutes, on doit vraiment absolument dépister ces éléments-là, ces autres vecteurs d'incapacité et de douleur au jour 1. Parce qu'on sous-estime la puissance d'une simple intervention comme la rassurance et d'amener à réfléchir les gens et des amener en fait à réaliser que dans le contexte où ils vivent un épisode difficile au niveau de la vie personnelle, peu importe ce que c'est, que ça peut être plus difficile de se sortir d'une douleur ou d'une blessure et simplement de les rassurer si c'est pour évoluer plus lentement, pour pas que les gens se découragent et perdent l'espoir qu'ils peuvent aller mieux. Parce qu'en général, il y a toujours de l'espoir à ce niveau-là. Dans le prochain épisode de Physio pour mon cerveau, j'aborderai la notion des décisions cliniques. À quelles décisions on fait face en clinique et surtout comment prendre ces décisions avec notre cerveau. À tantôt.